C'est en arrivant au pouvoir en mai 1958 que le président de Gaulle a été convaincu de l'importance stratégique de l'arme nucléaire et spatiale. Il décide alors, après l'échec des négociations avec les États-Unis, que la France développera de manière individuelle un missile balistique porteur de l'arme atomique. Il décidera aussi des bombes nucléaires testées à Regan, à Eniker et à Ennemgel, ainsi que du programme de développement des armes chimiques à la base secrète de baie de Namous. En quittant le sol algérien le 1er juillet 1967, l'armée française, qui n'était pas contrôlée par l'armée algérienne à cette époque, a tout détruit afin que l'Algérie ne récupère pas la technologie spatiale.
plein cœur du Sahara, à 140 km de Colombéchar, une petite ville a surgi du désert, Amaguir. C'est ici que vivent ingénieurs et techniciens, militaires et civils, responsables des études spatiales et des engins balistiques français. À 15 km, le champ de tir, dominé par un portique haut comme une maison de 9 étages. Au centre, la fusée Diamant, la même que celle qui lança A1 le 26 novembre. Le premier étage, Émeraude, le second, Topaz, sont en place. On pose le troisième étage qui accompagnera le satellite jusqu'à sa mise sur orbite. Diapason, le satellite, pèse 20 kg, 40 avec sa case d'équipement. Les 4 panneaux sont revêtus de cellules solaires qui lui permettront de recharger ses batteries. Tout autour de la base, en liaison étroite avec le poste central de conduite de tir, toute une série d'appareils de contrôle et de mesure qui suivront les uns les premières minutes de la trajectoire, les autres le passage du satellite pendant son vol orbital. Dans ce décor aride où la tradition ancestrale côtoie l'aventure moderne, le compte à rebours dure depuis 6 heures. Les dernières vérifications ont été effectuées. Dans le PC souterrain, l'équipe de tir attend l'instant crucial. À H-20 secondes, les contacts avec la tour de contrôle sont rompus comme prévu. Cette fois, il n'y aura pas d'ajournement. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En 93 secondes, dans un panache aux lueurs rouge argentées, le premier étage aura consommé ses 12 tonnes d'ergol liquide pour envoyer la fusée à 43 km d'altitude. Son rôle terminé, Émeraude va retomber dans le désert. De Bretigny à Beyrouth, de Brazzaville à Pretoria, les stations de poursuite, de télémesure et de télécommande vont prendre le relais. 12 minutes après son départ, Diapason est placé exactement sur l'orbite calculée. C'est gagné. Le lancement du 3e satellite français est un succès à 100%. Par l'espace, il y a 30 ans, presque jour pour jour, c'était hier, la France lançait pour la première fois un satellite dans l'espace. On l'avait surnommé Astérix. Et Astérix nous ouvrait la porte du club très fermé des puissances spatiales, constitué alors seulement des États-Unis et de l'URSS. Retour bref sur notre histoire avec Jean-Claude Lanique. Attention pour 20 secondes. 26 novembre 65, sur la base d'Amaguir, au Sahara. L'heure est historique pour la France, qui s'apprête à lancer son premier satellite. 3, 2, 1, feu. À ce moment précis, alors que la fusée Diamant va s'élever lentement dans le ciel, la France rejoint les États-Unis et l'URSS et devient la 3e puissance spatiale du monde. Dans quelques minutes, le général de Gaulle pourra annoncer aux Français la mise sur orbite d'un satellite de 40 kg, nom de code A1, vite surnommé Astérix. Astérix, le voici, un tonnelet rayé de bandes noires, mis en œuvre par la CEREB, aujourd'hui filiale d'Aérospatiale. Astérix tournera autour de la Terre avec succès, à un couac près, un problème d'antenne l'empêchera d'émettre le fameux bip-bip des satellites de l'époque. De tir qui est le désert saharien, tout un luxe de radars, ciné-théodolites, calculateurs électroniques, préside à la mise au point de l'armement presse-bouton. La télécommande est appliquée au déchargement du redoutable Parka, l'un des plus célèbres engins spéciaux français. C'est à une intervention de ce moderne chien de garde du ciel que ces images vont nous faire assister. D'une autre base, un engin cible perfectionné a été lancé à quelques 900 km à l'heure. À son bord, une caméra enregistrera l'arrivée inéluctable du Parka. Tandis que la cible approche, à la base du repérage, les radars sont entrés en action. Sur sa rampe, Parka a déjà pris le vent. Il suffira maintenant d'un geste, et la fusée téléguidée partira à l'assaut de sa proie 3 fois plus vite que le son. C'est de Colombéchar que s'achèvera cette revue de la propulsion. Colombéchar où les techniciens français procèdent actuellement aux essais d'engins spéciaux pour la plupart encore secrets. Un coin du voile cependant s'est levé sur la fusée Parka, non moins redoutable que ses sœurs anglaises ou américaines à tête chercheuse, comme en témoigne sa course à la cible.
Oscillons maintenant confirmer que la France possède elle aussi ses missiles. Tout le monde connaît le rôle de Colombéchard, centre d'essai des fusées, qui est à la France ce que Canaveral est aux États-Unis. Les actualités françaises soulèvent aujourd'hui un coin du voile qui entoure encore ces essais menés dans le plus grand secret. L'ultra ralenti nous restitue ici le lancement du Matra 422, engin de défense supersonique qui se classe parmi les meilleurs. L'engin comprend deux parties, un accélérateur qui se détache en vol et la fusée proprement dite. Il est téléguidé à partir du sol. Une caméra fixée sur la fusée même va enregistrer tout le vol. Les techniciens pourront ainsi revivre seconde par seconde toutes les péripéties du vol, jusqu'à la récupération du prototype rendu possible grâce au parachute dont il est équipé. Qualité technique, vitesse, régularité, exactitude. L'engin trouvera inexorablement les trois ballonnets qui, dans l'espace, figurent le bombardier supersonique ennemi. Sie doch min mein Wedding Jitten Zor.